Mesdames, Messieurs, ça s'appelle Bruna Neumann, c'est tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Laurent Neumann n'est pas là, mais c'est Géraldine Mühlmann, politologue, qui le remplace avantageusement. Merci d'être avec moi, Géraldine. Nous recevons Yann Brossat. Bonsoir Yann Brossat. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti communiste français. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, en particulier en charge des questions du logement. Aujourd'hui, 1er novembre, la nouvelle réforme de l'assurance chômage vient d'entrer en vigueur, les nouvelles règles. Laurent Berger de la CFDT a parlé d'une tuerie pour qualifier cette réforme. C'est une expression. Est-ce que pour vous, c'est une tuerie sociale? Cette réforme est une honte parce qu'on est en train de saccager la vie de bon nombre de chômeurs. Il y a 850 000 chômeurs qui vont voir leur indemnité baisser de 20% en moyenne à cause de cette réforme. Et en plus de cela, il y en a 200 000 qui vont se voir purement et simplement privés de toute indemnité. Donc, c'est une machine à fabriquer des pauvres. Et j'ai une seule question à poser au gouvernement. Est-ce que ce gouvernement considère que dans ce pays, il n'y a pas assez de pauvres? Est-ce qu'on a besoin de créer des pauvres supplémentaires? Alors même qu'en 2018, il y a déjà eu 200 000 pauvres de plus dans notre pays. Donc oui, c'est une réforme qui est extrêmement inquiétante. On va parler aussi, on a longuement parlé déjà de ce débat avant votre arrivée. On va parler de la grève qui se profile le 5 décembre. On dit toujours que des grèves SNCF, il y en a souvent, il y en a depuis 1947, il y en a presque tous les ans. Est-ce que celle-ci va être particulière? Et puisque, compte tenu de votre famille politique, je me permets de poser la question, croyez-vous à la coagulation des luttes? Les trotskistes, eux, disent souvent la convergence des luttes. Est-ce que ça vous paraît possible lors de cette grève du 5 décembre? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas mettre ensemble des chômeurs, du personnel médical et des cheminots? Ça ne marchera pas. Je pense en tout cas qu'il y a une colère qui monte un peu partout. Et il y a toute une série de catégories sociales qui en ce moment sont exaspérées. Il y a une mobilisation très forte depuis de nombreux mois maintenant dans l'hôpital public. Il y a la mobilisation des pompiers. Il y a la mobilisation des salariés de la SNCF, la mobilisation des salariés de la RATP. Et je pense que oui, il y a un point commun à l'ensemble de ces mobilisations, c'est un sentiment d'injustice sociale profond, avec le sentiment qu'au fond, dans ce gouvernement, ce sont toujours les mêmes qui casquent. Et dans le même temps, un gouvernement qui ne met jamais à contribution ceux qui gagnent beaucoup. Donc oui, je pense et je souhaite qu'il y ait une convergence des luttes, qu'il y ait une coagulation qui puisse se faire et qu'on ait enfin un gouvernement qui soit amené à changer de cap. On va regarder un son, justement. C'est un délégué syndical et un gréviste du fameux Technicentre de Châtillon, que toute la France a découvert forcément ces derniers jours, puisque c'est de là qu'est partie la contestation sociale au sein de la SNCF. Quelques centaines de personnes qui ont la responsabilité de la maintenance des trains qui vont vers l'ouest de la France, sur le réseau de l'ouest. Et donc, on les écoute et bon, ils souhaitent bien évidemment que cette grève s'étende. La grève, elle continue sur le Technicentre de Châtillon. Au contraire, on a été très galvanisés, très enthousiastes d'apprendre que d'autres technicentres va commencer des débrayages. Et ça peut que nous pousser à continuer, car jusqu'à maintenant, on n'a aucune avancée concrète. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une reconnaissance sur nos bas salaires, sur les conditions de travail qu'on veut améliorer. Et tant que la direction ne répondra pas à ça, on continuera et on espère qu'on sera de plus en plus nombreux, car c'est comme ça qu'on gagnera. Mais vous appelez à un blocage, vous, Yann Brossat? Vous avez envie que la société française soit bloquée? Ce n'est pas à moi d'appeler à un blocage. Ce sont les cheminots qui s'organisent et qui se mobilisent simplement. Vous avez été tête de liste du Parti communiste aux européennes. Je n'ai pas à me substituer aux organisations syndicales. Simplement, je me sens solidaire de ces cheminots qui se mobilisent depuis de nombreuses semaines maintenant. Parce qu'on a beaucoup dit que ce sont des mobilisations catégorielles, on a beaucoup tapé sur les cheminots. Il y a une espèce de cheminot bashing dans notre pays qu'on entend trop. La réalité, c'est que les cheminots sont des gens qui ont un objectif, c'est qu'on ait un service public du ferroviaire qui fonctionne dans notre pays. Et vous savez, j'ai quand même repensé longuement à ce cheminot dans les Ardennes qui a eu cet accident, et c'est suite à cet événement que les cheminots ont fait valoir leur droit de retrait. Voilà un homme qui avait lui-même subi un accident, lui-même, et qui, juste après,
a secouru les 70 passagers de son TER. Mais cet homme-là, c'est un homme qui est profondément attaché au service public, profondément attaché à sa mission. Il mériterait la Légion d'honneur bien davantage que tous les évadés fiscaux qui en reçoivent tous les jours. Donc j'aimerais quand même qu'on entende les cheminots et qu'on considère qu'on a affaire à une profession qui a beaucoup subi de mauvais coups ces dernières années. Il y a eu 22 000 suppressions d'emplois à la SNCF depuis 10 ans. On les a beaucoup mis à contribution. Et on a aujourd'hui des cheminots qui souffrent parce qu'ils n'arrivent plus à réaliser leur mission telle qu'ils l'entendent. J'aurais vous poser une question sur vous et vos engagements. Vous êtes au Parti communiste, vous avez 39 ans, si je ne me trompe pas. Je voudrais savoir, en fait, quand on lit vos programmes, vous faites alliance avec Madame Hidalgo, vous avez un programme écolo, vous faites du socialisme réformiste, me semble-t-il, avec des alliés. Bon. Et vous portez ce nom Parti communiste français. Et je voudrais savoir comment vous vivez cela, ce legs. Parce que quand même, le Parti communiste français, ça a été, beaucoup s'en souviennent, un parti qui a longtemps été aux ordres de Moscou et qui a avalé à peu près toutes les couleuvres et les pires horreurs qu'a pu réaliser l'Union soviétique à certains moments, qui a été très très lent à se mettre en question. Vous le savez d'ailleurs pertinemment, vous venez d'une famille où on était plutôt de la LCR et on était parfois très critique de la ligne du PCF français. Donc je suis très étonnée que vous portiez cette étiquette et je voudrais savoir si ça ne vous pose pas de difficulté, cet héritage. D'abord, l'histoire du Parti communiste français, c'est une histoire qui est faite d'ombre et de lumière. Il y a évidemment des événements qui peuvent être critiquables. Il y a aussi un parti qui a construit la sécurité sociale dans un gouvernement avec le général de Gaulle, dans un pays qui était ruiné à l'époque. Il y a la résistance, il y a les luttes anticoloniales. Mais surtout, vous savez, moi, ce qui a fait que j'ai adhéré au Parti communiste, c'est que j'ai rencontré des communistes. Et j'ai rencontré des hommes et des femmes dévoués qui se battaient dans leur quartier pour défendre un hôpital public. Et c'est au fond ce qui a fait que moi, je me suis engagé dans ce parti-là. Et le legs dont je parle, vous en faites oui, mais quoi ? à la fois la radicalité des idées et la volonté de faire avancer les choses concrètement. Et c'est pour cela que j'aime aussi le mandat qui est le mien, qui est un mandat d'élu local, qui est précisément un mandat qui me permet de changer les choses de manière concrète. On ne change peut-être pas la vie, mais on change des vies quand on est un bon au logement et qu'on se bat, par exemple, pour faire du logement social. Dans le Parti des Verts, où, puisque ce sont les socialistes qui sont au pouvoir à la mairie de Paris, on ne fait pas la même chose ? Je ne le pense pas. Enfin, j'ai la faiblesse de penser que non. Et puis, surtout, vous savez, il y a au Parti communiste français une richesse militante extraordinaire. Et c'est ce qui fait que j'aime ce parti profondément. D'hommes et de femmes qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur énergie et qui sont prêts à être, au fond, généreux, à aider leurs prochains. Moi, c'est ce qui fait que je suis heureux aujourd'hui comme militant du Parti communiste et que j'y suis fidèle depuis une vingtaine d'années, puisque j'y adhérais quand j'avais 17 ans, donc un peu plus de 20 ans maintenant. Vous parliez il y a un instant avec Géraldine de la construction après-guerre, de la sécurité sociale avec le général de Gaulle. C'était une époque où vous aviez à peu près un électeur sur 3. Aujourd'hui, ou sur 4. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul, aux dernières européennes, vous avez un électeur sur 50. Donc, est-ce que c'est porteur d'avenir ? Vous êtes jeune, vous êtes plein d'allant, vous avez des responsabilités à la mairie de Paris. Est-ce qu'il n'est pas temps que la gauche, ou que la gauche de la gauche, s'unisse ? Je sais pas, il y a Mélenchon, qui vous a fait les yeux doux à une époque, mais vous n'entendez pas avec lui. Il y a beaucoup de petits groupuscules communistes, trotskistes, etc. Plus personne ne comprend rien à tout ça. Le Parti communiste à 2%, c'est un anachronisme. Pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas la grande famille, par exemple, de la France insoumise ? Je ne pense pas que le Parti communiste soit un anachronisme. En revanche, je suis convaincu que le Parti communiste doit travailler au rassemblement de la gauche. Et effectivement, je partage ce que vous dites, la gauche ne s'en sortira pas si nous restons chacun de notre côté. Et moi, je souhaite que la gauche puisse être capable de retrouver le chemin de l'unité. On aura les mobilisations du 5 décembre, par exemple. Est-ce que, dans ce cadre-là, la gauche est capable d'avancer un certain nombre de propositions communes, d'avancer des propositions communes sur les retraites, d'avancer des propositions communes sur l'hôpital public ? Moi, je rêve que la gauche soit capable de faire ça. C'est même un peu... Comme la gauche plurielle, au fond. La gauche plurielle, elle a échoué et il y a un certain nombre de raisons à cet échec. Simplement, oui, on a besoin de retravailler ensemble. Et d'ailleurs, quand on voit les résultats des dernières élections européennes, il faudrait être fou pour imaginer qu'on s'en sortira si on reste chacun tout seul. Donc bossons ensemble. Vous avez vu que dans le dernier sondage ELAB sur la présidentielle de 2022, même le Parti socialiste, s'il était dirigé par Cazeneuve, par exemple, si le nom de Cazeneuve était celui qu'on choisirait à la présidentielle,
hypothèse de travail, c'est 4,5%, 5%. 5%, vous me parlez de reconstruire la gauche, mais le pays est à droite comme il ne l'a jamais été dans son histoire. Je ne suis pas persuadé que le pays soit à droite. Effectivement, quand on regarde les résultats de ce sondage, aujourd'hui, ce qui domine, c'est Macron d'un côté et Le Pen de l'autre. Ça n'est rien d'autre d'ailleurs qu'un remake de l'élection présidentielle de 2017. Cela dit, il y a beaucoup de Français qui considèrent qu'il faudrait augmenter les salaires. Il y a beaucoup de Français qui considèrent qu'il faudrait rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a beaucoup de Français qui considèrent qu'il faudrait des moyens pour l'hôpital public. Simplement, la gauche populaire, elle n'a pas aujourd'hui de représentation politique, ou en tout cas, elle n'a pas la représentation politique qu'elle mérite. Il y a Mélenchon. Mélenchon. Il y a Mélenchon, mais Mélenchon, c'est pas. Attendez. Mélenchon, Yann Brossat. Mélenchon, c'est pas la gauche populaire en France? Moi, j'ai du respect pour Jean-Luc Mélenchon et je ne vais pas cracher sur un candidat que j'ai soutenu par le passé. Simplement, maintenant, il faut construire l'unité. Qu'est-ce qui ne va pas avec la France insoumise? Qu'est-ce qui ne marche pas bien je pense que entre le PC et la France insoumise? J'aimerais comprendre. Je vais vous dire la vérité sans aucune espèce de langue de bois. Je pense qu'au lendemain de l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon aurait pu tendre la main aux autres forces politiques de gauche. Il était arrivé en tête de la gauche. Il avait le leadership de la gauche. Il n'en a rien fait. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous souffrons du fait qu'à gauche, chacun travaille dans son coin. On va avoir les élections municipales. Est-ce qu'au moins aux élections municipales, on est capable d'y aller ensemble? Est-ce qu'on est capable de construire des listes communes? Il faut le faire. Sinon, ça veut dire qu'on laisse le terrain aux autres. Surtout qu'ils n'y vont pas aux municipales. Ils vont donc se mettre sur d'autres listes. Eh bien, travaillons ensemble. Et je pense que le sectarisme aujourd'hui nous tue à gauche. Et donc, il faut en sortir. Les dernières élections européennes, on en parle. C'est un sujet que vous n'avez plus envie d'évoquer, ça? Moi, je suis prêt à évoquer tous les sujets avec vous, Éric Brunet. Vos frais n'ont pas été remboursés, c'est un problème? Vos frais n'ont pas été remboursés. Vous avez fait un chiffre qui n'est pas à la hauteur d'une grande maison comme le Parti communiste français. J'aurais préféré faire davantage. Nous avons mené, je crois, une belle campagne, mais effectivement, le score n'était pas à la hauteur. Il se trouve que le Parti communiste a des militants, et quand on a des militants, on a la capacité de couvrir les frais de campagne. Donc il n'y a pas de problème financier aujourd'hui lié à cette campagne. Cela dit, il y a un vrai sujet qui est effectivement de savoir comment on reconstruit une gauche digne de ce nom dans ce pays. Vous n'avez jamais, vous qui êtes jeune, qui avez un regard, enfin, vous ne faites pas parachique du Parti communiste quand on vous voit comme ça, vous n'avez jamais eu envie de succomber à la tentation de moderniser ce parti, de lui faire changer de nom et de le faire entrer peut-être, comme certains partis communistes en Europe sont allés vers la voie de la social-démocratie. Je ne sais pas si c'est l'avenir du Parti communiste, mais finalement vous êtes resté très, alors je ne vais pas être méchant, je ne vais pas dire très communiste stalinien, vous allez m'en vouloir, mais vous êtes resté très PCF, vous êtes resté très Georges Marchais chez vous. Si l'idée c'est de devenir social-démocrate, alors que vous venez de dire que la social-démocratie est elle-même confrontée à une crise, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure des solutions qu'on puisse trouver. En revanche, que le Parti communiste ait besoin de se moderniser, que le Parti communiste ait besoin de s'adresser à de nouvelles catégories sociales, je pense à tous ces salariés ubérisés par exemple, ça oui, c'est un vrai défi pour nous et c'est ce à quoi j'essaye modestement de m'atteler aujourd'hui. Alors, on va parler d'Uber à l'instant, on va surtout parler d'Airbnb puisque vous êtes au Conseil de Paris, vous êtes très engagé contre cette possibilité de louer son appartement 120 nuitées de manière maximale à des personnes qui viennent dans Paris, etc. Et vous qualifiez Airbnb de prédateur. Le ministre Julien Denormandie, qui a fait passer des décrets sur ce sujet hier, dit que si c'est sa résidence principale qu'on loue par Airbnb, c'est pas un problème, ça fait des sous aux gens, ça leur apporte un complément de revenus, 120 nuitées, c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je dirais qu'il y a deux situations très différentes. Vous avez des gens qui louent leur logement de manière très occasionnelle. Quelques semaines par an, ça leur permet de mettre un peu de beurre dans les épinards et ça permet à des touristes de venir dans un certain nombre de villes moins cher que s'ils allaient à l'hôtel. Simplement, on a aussi une autre catégorie de gens. C'est-à-dire des gens qui achètent des logements pour en faire des machines à cash, pour les transformer en hôtels clandestins. Quand on voit que dans une ville comme la mienne, comme Paris, nous avons perdu 30 000 logements depuis 5 ans, qui ont été transformés en machines à cash, des logements qui ne sont plus occupés par des habitants, mais qui sont occupés par des touristes, ça pose quand même un problème redoutable. Donc il faut tout supprimer? Non, moi je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, je dis qu'il faut resserrer les règles. En France, on a le droit de louer son logement sur Airbnb 120 jours par an. C'est trop? Mais enfin, 120 jours par an, bien sûr que c'est trop. Vous connaissez beaucoup de gens qui partent 120 jours par an en vacances. Ça veut dire toutes les vacances scolaires, plus tous les week-ends de l'année. Je sais qu'on a beaucoup de congés payés en France, mais enfin, on n'en est quand même pas là. Donc bien sûr que 120 jours par an, c'est trop. D'ailleurs, dans tous les autres pays du monde, c'est moins. C'est soit 30, soit 60. Donc oui, il faudrait abaisser cette durée maximale. Alors il y a des gens
à Paris, mais pas qu'à Paris, qui louent des locaux commerciaux, même, notamment pour les transformer en Airbnb. Vous en pensez quoi? C'est un nouveau problème. C'est-à-dire qu'au début, on avait des gens qui transformaient leur logement en hôtel, et maintenant on a des gens qui transforment des locaux commerciaux en hôtels. Ça pose un problème qui est qu'on a déjà une difficulté à maintenir le petit commerce. Si en plus on a du petit commerce qui est transformé en hôtel, ça transforme le visage de la rue. Et moi je préfère avoir des petits commerçants en pied d'immeuble que des hôtels clandestins. Donc oui, ça nous pose un problème. On va vous faire écouter, quelqu'un qui est dans une plateforme de location qui s'appelle Check My Guest et qui explique pourquoi les petits commerces louent. Et vous verrez, c'est la question de la cherté des loyers qui est en question. Écoutez. Airbnb est uniquement la conséquence de ces boutiques qui sont vides. Vous baladez dans Paris, toutes les boutiques sont à louer. Pourquoi? Parce que les petits commerçants n'arrivent plus à payer leur loyer et donc le propriétaire récupère son bien et il trouve une solution pour pouvoir le transformer. Votre réponse, Yann Brossat? C'est une vraie question. Après, Paris est quand même une ville qui, malgré tout, quand on la compare à beaucoup d'autres villes, a réussi à maintenir un petit commerce qui fonctionne relativement bien. Comparer ce qu'on a à Paris par rapport à ce qu'on a à Londres, à Paris, on a maintenu du petit commerce. Simplement, j'entends ce qu'il dit, il y a sans doute besoin de défendre encore davantage le petit commerce. Simplement, on ne peut pas accepter d'avoir des rues dans lesquelles, en pied d'immeuble, on n'a plus un seul petit commerce et on n'a plus que des Airbnb. Yann Brossat, candidat communiste à la prochaine présidentielle en 2022, c'est un fantasme ou c'est un truc une hypothèse de travail sur laquelle on peut réfléchir? C'est une hypothèse qui n'existe pas. Le Parti communiste aura sans doute un candidat, mais sans doute pas moi. Et en tout cas, moi aujourd'hui, je suis très occupé par les élections municipales qui ont lieu en mars 2020 et je serai candidat évidemment à Paris. Merci Yann Brossat, merci à vous, merci beaucoup.